Le mauvais esprit, c'est tout simplement l'esprit. Qu'on le prenne rieur ou sérieux, les puissances ne s'y trompent jamais. Rien n'est assuré contre l'esprit, ni rien pour l'esprit, car ce juge de tout n'a qu'une manière de s'assurer, qui est d'attaquer aussitôt ce qui l'assure. N'importe qui sait ce que Descartes a mis au jour, c'est que si l'on veut être sûr, il faut douter. Et si quelque proposition se présente avec tous les caractères de l'évidence, la précaution est de demander à soi, essayons de penser le contraire. Car les vérités ne sont point du tout de ces termes qui tiennent bon sur les limites, et que l'on retrouve quand on en a besoin. Au contraire, faute d'être offensées, elles n'ont plus respect, et faute d'être blessées, elles meurent. C'est pourquoi je ne vois pas grand espoir de vie dans ces théories de physique, auxquelles tout le monde tire son chapeau. C'est bien refus de comprendre, mais c'est exactement parce qu'on les respecte que l'on ne peut les comprendre. On ne comprend que ce que l'on démolit. Le tyran ne peut aimer cette méthode transperçante, et les dieux la désapprouvent en leur conseil. Car, dès que l'esprit s'éveille, c'est l'esprit qui est Dieu. Saint Simon raconte que, lorsqu'on avait le projet de changer quelque opinion du grand roi, il fallait premièrement et tout le temps lui répéter que sa sacrée volonté était et serait la loi dernière et aimée de son humble serviteur. Moyennant quoi le Tout-Puissant était accessible aux raisons, et souvent juste et bon jusqu'à étonner. L'idolâtrie est partout la même, elle ne déraisonne que si on la méprise. Essayez cette méthode de politesse et de flatterie préalable sur les petits tyrans de chez nous. Vous leur verrez aussitôt une sorte de bon sens, un art de s'adapter, de prévoir et de flairer, comme on voit aux animaux. Ils nous feraient vivre à l'égyptienne, en d'éternels casiers, éternels ou plutôt réputés tels, car un boursier ou deux pourrait de temps en temps sauter les barrières, mais à la condition de les respecter un peu plus, une fois sautés. Il se peut bien que le pire danger, aux yeux de l'idole, est si on cesse de respecter les barrières, sans pour cela les franchir. Comme si un ouvrier ne désire même pas être contremaître, ou si un citoyen ne veut pas être maire ou député, ou si un député ne veut pas être ministre, et si chacun veut juger de sa place. Car convenons que désirer le pouvoir est la même chose que l'adorer. Aussi le tyran aime l'ambitieux, et c'est être méchant à ses yeux que de ne jamais rien demander. Toutefois, le plus méchant et le plus redouté est encore celui qui, sans rien demander pour soi, exige pour les autres. En ce sens, c'est encore flatterie que demander faveur, mais c'est toujours insolence que demander justice, car la justice égalise, puisque le premier article de la justice est que le puissant s'y soumette. Le grand patron accorde volontiers, mais ne veut point qu'on exige. Ce genre de despotisme s'installe partout dès qu'on le laisse faire. On dit que la démocratie fait le lit de la tyrannie. Je crois assez que cela vient de ce que la démocratie manque d'esprit, ou, ce qui revient au même, de ce que la justice y est conquise comme une faveur, chacun bousculant le voisin. Or, il s'en faut bien que l'égalité consiste dans un droit égal à se pousser, et l'esprit de parti fait voir cet étrange désordre à tous les degrés, de courtisans sans roi. On entend mal le suffrage si ce n'est qu'une loterie ouverte à tout ambitieux. À ce compte, la tyrannie serait la perfection de la démocratie, car c'est le parti le plus fort qui élève le tyran. Le fait est que cette démocratie plébiscitaire est à peu près la seule qu'on ait vue. L'Angleterre s'en est gardée, par des combinaisons de prudence qui semblent étranges aux autres peuples. Il se peut bien aussi que la France s'organise selon les mêmes fins, mais selon une autre prudence et d'autres ruses, qui ne sont point non plus des articles d'exportation. Ce qui est à l'œuvre dans les deux pays, c'est, je suppose, une certaine monnaie d'esprit, et l'esprit se reconnaît à ceci qu'il parle de sa place. Un marchand qui prétend raisonner de politique ne prétend pas pour cela changer de métier et se faire ministre. De tels hommes, qui commencent à ne point nous manquer trop, sont le sel des démocraties. J'en connais même qui voudraient bien désirer un tyran, mais qui ne peuvent, parce qu'ils n'abandonnent rien de leur jugement, et, sur toute opinion, de qui qu'elle vienne, frappent sans pitié. Ce sont des chasseurs de sottises. Je dis marchand, je dis administrateur. Mais l'ouvrier jugeur, le paysan jugeur, dont nous avons quantité, ont encore une meilleure position, parlant très fort de leur place, et aussitôt écouter, la main sur l'outil. Et ce que l'esprit sait,
partout où il poursuit son examen, c'est que la tyrannie n'est jamais à demi tyrannique, et que le dogmatisme est nécessairement fanatisme. Il n'en peut être autrement, puisque les vérités acquises sont de terribles faits, et, pour tout dire, des forces, avec les attributs des forces, et violence qui n'est jamais loin. L'expérience dira si l'on ne vit pas mieux par une active révision de toutes les vérités acquises. Mais ce n'est pas premièrement une question de bonheur, car l'esprit dit qu'il le faut. De toute façon, écrivons sur nos tablettes qu'une démocratie sans esprit ne peut pas durer longtemps.